Paris perd des habitants. Aujourd'hui, principalement pour des raisons économiques, en raison des prix élevés de l'immobilier. Mais à moyen ou à long terme, est-ce que la chaleur ne deviendra pas la première cause d'abandon de la capitale? Avec le dérèglement climatique qui s'aggrave, l'idée que Paris pourrait devenir inhabitable en été n'est plus une simple hypothèse, mais une réalité qui pourrait bientôt nous rattraper. Ce qui était autrefois exceptionnel devient la norme, les températures records sont battues année après année, rendant la chaleur estivale étouffante presque chaque été à Paris. Sortir devient un défi et tout le monde cherche désespérément un peu d'ombre et de fraîcheur. En 2019, Paris a déjà enregistré une température record de 42,6 degrés. Mais selon les experts, des pics à 50 degrés ne sont plus impossibles dans un monde qui se réchauffe à plus de 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Mais ce n'est pas seulement la chaleur intense qui nous menace, c'est aussi sa durée. Les vagues de chaleur pourraient être beaucoup plus longues, avec 20 jours supplémentaires en 2080 par rapport à 2010. Les nuits chaudes, déjà en augmentation, pourraient être 7 fois plus nombreuses, rendant les nuits estivales parisiennes suffocantes, même après le coucher du soleil. Un été comme 2003, auparavant considéré comme exceptionnel, pourrait devenir la norme en 2030. Si nous ne nous préparons pas, les conséquences de ces vagues de chaleur pourraient être dévastatrices, mettant à rude épreuve les infrastructures de la ville et perturbant sérieusement la vie quotidienne des Parisiens et des Parisiennes. Il est donc urgent d'envisager rapidement des solutions, car ignorer ce problème ne fera qu'augmenter son impact sur nos vies et la ville elle-même. Ces vagues de chaleur pourraient avoir une influence dévastatrice sur notre santé, avec une augmentation de la mortalité. Lors des épisodes caniculaires de 2022, la surmortalité en Île-de-France a été estimée à 21%. Les personnes les plus vulnérables, comme les enfants, les personnes âgées ou encore les sans-abri, sont particulièrement exposées, accentuant la pression sur les hôpitaux déjà saturés. Ces canicules auront également un impact social majeur, car les plus démunis habitent souvent dans des logements mal isolés, situés dans les zones de la ville les plus chaudes. La précarité et l'isolement sont également des facteurs qui aggravent les conséquences des canicules sur la santé. La chaleur pourrait également déclencher des crises économiques. Les canicules peuvent rendre certains métiers difficiles, voire impossibles, notamment ceux situés en extérieur, comme dans le secteur du BTP. Les salariés peuvent avoir trop chaud, donc être moins productifs. Les habitants ne sortent pas à cause de la chaleur, donc ils consomment moins. Enfin, sous l'effet de la chaleur, le réseau électrique, le réseau téléphonique ou encore le réseau internet pourraient être sujets à des pannes, perturbant davantage nos activités quotidiennes et aggravant toutes les difficultés dont je viens de parler. Pourquoi parler de Paris lorsqu'on aborde les risques liés à la canicule en milieu urbain? Tout simplement parce que cette ville est sans doute la plus vulnérable en France et en Europe face à ce phénomène. Paris est une ville très artificialisée, environ à 80%, ce qui en fait une zone idéale pour renforcer l'effet des canicules. Certains matériaux très présents en ville, comme le béton ou le zinc, ont la fâcheuse tendance à capturer la chaleur la journée, puis à la rejeter la nuit. C'est ce qu'on appelle des îlots de chaleur, et ça peut créer des différences de température très importantes entre les zones urbaines et non urbaines, pouvant aller jusqu'à 8 à 10 degrés. Les espaces verts et les arbres, essentiels pour atténuer les effets des canicules, sont désespérément rares dans la capitale, en particulier dans son centre. Actuellement, chaque Parisien n'a accès qu'à 3,2 m² d'espace vert et seulement 10,4 si on compte les bois de Vincennes et de Boulogne. Les rues étroites de Paris, où 40% d'entre elles sont inférieures à 12 mètres, contribuent à emprisonner la chaleur, notamment celle produite par les véhicules dans ce qu'on appelle les rues canyons. À cela s'ajoute une densité de population impressionnante. Avec 20 641 habitants au kilomètre carré, Paris est la ville la plus dense d'Europe et la 7e au niveau mondial. Ainsi, le nombre de personnes dont la santé pourrait être impactée par les vagues de chaleur est extrêmement importante dans un espace qui est très restreint. La vulnérabilité de Paris aux vagues de chaleur découle en partie de son histoire. Pendant longtemps, la ville a été construite de manière dense
pour limiter les temps de déplacement à pied car les voitures ou les transports en commun n'existaient pas. Même lors de la période haussmannienne, qui représente 60% des immeubles actuels parisiens, on a continué à construire de manière dense, donc en artificialisant. De plus, au 19e et au 20e siècle, il y avait une volonté de nettoyer la ville de la boue et de l'eau, principalement pour des raisons d'hygiène, mais ça a aussi contribué à artificialiser l'environnement urbain. Plus tard, les architectes et l'urbanisme n'ont pas forcément accordé une attention particulière à cette question. Les constructions d'après la Seconde Guerre mondiale, et même jusqu'à aujourd'hui, sont souvent affranchies des règles climatiques, avec des matériaux peu adaptés pour la chaleur, des orientations illogiques par rapport à la course du soleil et des fenêtres omniprésentes, transformant les habitations souvent en de véritables serres. On a souvent privilégié l'isolation contre le froid plutôt que la conception de bâtiments adaptés pour faire face aux canicules. Pour contrer la chaleur estivale, la solution a souvent été d'installer des climatiseurs. Mais c'est une très mauvaise idée, car ils aggravent les canicules en rejetant de la chaleur. De plus, leur accès n'est pas égalitaire, car il représente un coût important. On estime que le nombre de climatiseurs pourrait être multiplié par 7 à Paris en 2070. Or, un déploiement généralisé de ce système augmenterait les températures l'été à Paris de 3 degrés, aggravant ainsi le problème. Il est donc urgent de proposer d'autres solutions pour s'adapter au dérèglement climatique et atténuer les effets des canicules. Alors, que peut faire Paris pour s'adapter aux vagues de chaleur ? Il existe 3 grandes catégories de solutions identifiées dans un rapport de l'ADEME. Premièrement, il y a les solutions vertes, qui impliquent l'utilisation de la nature, notamment du végétal et de l'eau. Les espaces verts, par exemple, peuvent aider à atténuer la chaleur en créant des zones plus fraîches. C'est pourquoi le nouveau plan d'urbanisme de la ville de Paris vise à ajouter 300 hectares d'espaces verts dans la ville d'ici à 2040. Mais trouver l'espace et les financements nécessaires pour atteindre cet objectif risque d'être difficile. Ensuite, il faut également planter plein d'arbres. Les arbres fournissent de l'ombre grâce à leurs feuilles et contribuent à refroidir l'air à travers l'évapotranspiration, c'est-à-dire en rejetant de la vapeur d'eau. Malheureusement, planter n'est pas possible partout. Pour refroidir l'air, il est important d'enlever le béton ou toute zone artificialisée pour éviter la formation d'îlots de chaleur. Paris a d'ailleurs déjà commencé ce travail sur certaines places publiques et dans les écoles. Mais le nouveau plan d'urbanisme de la ville prévoit d'aller encore plus loin et de rendre 40% des espaces publics de la capitale non artificialisés. L'eau joue également un rôle rafraîchissant. Par exemple, la Seine à Paris peut abaisser la température de 2 degrés sur une distance de 30 mètres. Il est donc essentiel de faciliter l'accès aux berges des fleuves et des rivières et d'encourager la baignade lors des canicules. D'autres solutions de rafraîchissement existent grâce à l'eau, à travers la mise en place de fontaines, de brumisateurs ou encore de miroirs d'eau. Cependant, il est crucial de gérer efficacement cette ressource parce que souvent les canicules s'accompagnent de sécheresses intenses, ce qui peut entraîner de fortes tensions sur l'approvisionnement en eau. La réutilisation de l'eau pourrait être une piste intéressante pour surmonter ce défi. La deuxième solution pour refroidir la ville consiste à utiliser des solutions grises, c'est-à-dire des approches techniques basées sur les infrastructures urbaines. Tout d'abord, il est possible de travailler sur la forme urbaine, en optimisant le positionnement des bâtiments pour favoriser la circulation des vents, en évitant le piégeage de la chaleur ou encore en favorisant la création d'ombre. Cependant, cette solution est plus facile à mettre en œuvre dans les nouveaux quartiers parce que les bâtiments n'existent pas encore. Ensuite, il est possible de choisir des revêtements de sol qui absorbent moins la chaleur ou alors qui reflètent plus les rayons du soleil. À Athènes, certaines routes ont été repeintes en blanc, ce qui a permis de diminuer de 4 degrés la température à proximité la journée. L'utilisation du mobilier urbain pour créer de l'ombre peut également être efficace pour rafraîchir la ville. À Tel Aviv, l'installation de structures d'ombrage a permis de faire baisser les températures de 3,5 degrés lorsque la rue était couverte à 70%. Enfin, la rénovation des bâtiments est une autre solution grise importante. Cela implique non seulement
d'améliorer le confort thermique à l'intérieur des bâtiments, mais aussi de limiter l'accumulation de chaleur dans la ville en utilisant d'autres matériaux. Cette rénovation passe par une meilleure isolation, l'utilisation de volets ou encore la végétalisation des façades. À Paris, cependant, il reste beaucoup à faire dans ce domaine. Seules 171 copropriétés ont voté des rénovations sur les 47 000 que compte la ville. Pour atteindre l'objectif des 40 000 logements rénovés par an d'ici 2030, il faudra soit augmenter les aides publiques ou obliger les copropriétés à le faire. La troisième approche, pour faire face aux vagues de chaleur, consiste à utiliser des solutions douces. Ces solutions agissent sur deux dimensions. Premièrement, elles visent à réduire les sources de chaleur d'origine humaine, comme la circulation ou encore l'utilisation des climatiseurs. Deuxièmement, les solutions douces impliquent la modification des comportements individuels et collectifs pour réduire la vulnérabilité des habitants à la chaleur. Cela peut passer par des gestes simples comme s'hydrater, porter des vêtements légers, aller plus tôt au travail pour ne pas être confronté à la chaleur, encourager la solidarité intergénérationnelle pour s'occuper des personnes âgées. Bon, vous voyez, il y a beaucoup de solutions, voire un peu trop, ce qui peut contribuer à nous perdre. Heureusement, on peut utiliser plusieurs critères pour nous guider dans nos choix. Le premier critère est celui de l'efficacité. Il y a certaines solutions qui sont plus efficaces que d'autres. Les parcs, par exemple, sont ceux qu'il y a de plus efficaces. Des solutions peuvent être plus utiles le jour que la nuit. C'est le cas, par exemple, des arbres. Des solutions sont utiles pour le piéton, comme les fontaines ou les jets d'eau, mais inutiles à l'échelle de la ville. Ensuite, nous devons tenir compte des co-bénéfices de ces solutions. En plus de refroidir la ville, elles peuvent avoir d'autres avantages importants, comme favoriser la biodiversité, séquestrer le carbone ou encore renforcer les liens sociaux. Par exemple, les structures d'ombrage peuvent permettre de diminuer les températures, mais aussi de favoriser des espaces conviviaux pour permettre les rencontres au sein d'un quartier. Enfin, nous devons prendre en compte les impacts potentiels de ces solutions. Cela inclut l'empreinte carbone, la consommation d'énergie ou de ressources, ainsi que leurs coûts financiers. Par exemple, l'arrosage des espaces urbains peut avoir un impact négatif important sur la ressource en eau et l'environnement. Tous ces choix doivent évidemment être réfléchis en fonction du contexte local. Par exemple, les solutions grises, basées sur les infrastructures urbaines, sont plus pertinentes dans les climats méditerranéens en raison du manque d'eau. Aucune solution ne peut résoudre à elle seule la surchauffe urbaine. Ainsi, les projets urbains doivent en combiner plusieurs. Il faut alors prendre en compte que certaines solutions ne sont pas compatibles entre elles, voire s'annulent, tandis que d'autres agissent en synergie, comme les arbres combinés avec de la pelouse. Une étude de modélisation appliquée à l'échelle de la ville de Paris a montré qu'en créant des parcs et des espaces verts représentant 10% de la ville, en isolant les bâtiments et en intégrant des matériaux qui captent peu la chaleur, en augmentant les températures des consignes de climatisation de 23 à 26 degrés dans les bureaux et à 28 degrés dans les logements, on pouvait rafraîchir l'air jusqu'à 4,2 degrés la nuit et baisser les consommations énergétiques de 60%. Il est crucial d'analyser, d'anticiper et de se préparer face aux vagues de chaleur extrêmes, car il est très probable que nous soyons confrontés à ce défi dans un avenir très proche. La mairie de Paris a fait preuve d'une grande proactivité sur ce sujet, ce qui est normal au vu de la sensibilité de la ville. En 2023, un rapport avec des recommandations sur comment adapter la ville à des températures de 50 degrés a été publié et j'en tire d'ailleurs une grande partie des informations de cette vidéo. Cependant, il est légitime de se demander si ces mesures seront suffisantes. Bien que ces efforts permettent d'amortir les effets des vagues de chaleur, il est peu probable qu'ils les arrêtent complètement. À 50 degrés, même avec des mesures d'amortissement, l'impact sera toujours très significatif. Merci à toutes et toutes d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces bleus, à écrire des commentaires si vous avez des questions. Cela participera à mettre en avant la vidéo. On se retrouve le mois suivant pour une nouvelle thématique. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao!